Cette quatrième table ronde. Alors, je tiens à excuser Anne Souris. Moi, je ne suis là qu'animatrice de remplacement, puisque Anne Souris, c'est vraiment ces sujets, c'est vraiment la question de la financiarisation des soins et de la santé. C'est vraiment le sujet qu'elle souhaite porter et que nous allons porter, parce que c'est une des sources d'économie dont on va pouvoir, en tout cas, tenter d'amener et poser sur le débat. Donc je l'excuse parce qu'elle est au fond de son lit. Elle avait par ailleurs d'autres colloques cet après-midi. C'était pas le moment, mais donc on a une petite pensée pour elle. Et donc l'idée est vraiment d'évoquer ensemble cette possibilité de pouvoir tenter de rationaliser à minima les transferts d'argent du public au privé. Et on voit bien que sur la question de la santé, en fait, il y a une financiarisation qui s'est mis en place. Alors, de quoi parle-t-on, hein, et je lis pour ne pas... pour rester très précis, c'est le processus par lequel les acteurs financiers non directement professionnels de santé investissent dans des structures de soins avec comme finalité première de rémunérer le capital investi dans une logique de court terme. Et on voit bien qu'effectivement, on a aujourd'hui des acteurs capitalistes qui s'accaparent au fur et à mesure l'offre de soins, à tel point que, un petit témoignage personnel très court, j'ai mon mari qui a été prendre une prise de sang hier, il est revenu avec son petit leaflet d'un labo d'analyse médicale sur lequel, vous savez, quand on arrive en heure de pointe à 8h30 parce qu'on doit aller travailler, prendre le train, où on fait la queue, parce que en fait, on est tous voilà, à devoir faire des examens, et c'est un petit leaflet sur lequel on nous propose sans ordonnance. Donc maintenant, on peut aller au labo sans ordonnance et on peut faire sa prise de sang pour voir si voilà, le bien vieillir à 50 ans. Alors c'est un petit peu plus cher pour les hommes parce qu'il y a un peu plus d'examens que pour les femmes. Comment aujourd'hui on peut voir sur quelle allergie nous pouvons avoir. Et donc ils sont en train de développer une offre de panel, alors là qui ne passe pas par la sécurité sociale, mais qui, on le voit, a quand même un objectif, c'est pouvoir faire de l'argent et pouvoir surtout n'arriver qu'à dégrader le service public auquel en tout cas tous ceux qui ont besoin de soins ont besoin de pouvoir aller faire sa prise de sang, et on voit tous les travers qui peuvent arriver avec la création d'inégalités, parce que tout le monde ne peut pas se payer sans ordonnance et sans remboursement de la Sécu. Voilà, ce type d'analyse biologique, avec, on le voit bien, une recherche de rentabilité et de pouvoir répondre à un besoin qu'on va créer soi-même. Et puis, finalement, en dehors de cet exemple précis, on voit aussi l'accaparement de groupes privés dans le service hospitalier. Dans le secteur hospitalier, c'est d'ores et déjà 4 groupes privés qui ont 40% du secteur, et dans la biologie médicale, c'est 6 groupes qui a 62%. Donc on voit d'ores et déjà ce transfert qui est en train de se faire, et puis avec des études qui sont portées et qui démontrent qu'il y a bien une croissance des dépenses de santé. C'est d'ailleurs là-dessus que le gouvernement se base pour expliquer à quel point il va falloir réduire tout ça, que ça suffit, que le transport sanitaire ça coûte une blinde, sans même s'imaginer qu'effectivement, à force de couper de fermer les centres hospitaliers en province, eh bien la petite mamie qui doit aller soigner son cancer et qui doit faire 100 km ou celui qui a des obligations d'aller faire une dialyse, eh bien on ne peut pas, quand on n'a pas un service hospitalier juste à côté de chez soi, on n'a pas forcément capacité de prendre sa voiture pour y aller. Voilà, c'était une petite introduction. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir
pour cette table ronde. Alors Victor Castanet, que tout le monde connaît, puisqu'il a commis, journaliste d'investigation, pardon, qui a commis 2 ouvrages qui ont été tout particulièrement remarqués, qui ont fait l'actualité et démontrant un peu les dérives justement du privé lucratif dans les services à la personne, avec Les Fossoyeurs, ce livre que vous avez forcément tous entendu parler, voire lu sur les EHPAD, et Les Ogres sur les crèches. Anna Carolina Cordilla, alors vous êtes maître de conférence en économie à l'université de Rennes 2 et vos recherches portent plutôt sur le processus de financiarisation et la manière dont il refaçonne les systèmes de sécurité sociale et de santé publique. Et puis François Salakas, alors vous êtes économiste et spécialiste de la redistribution, vous êtes neurologue, c'est cela ? Faut répondre? Non. Ah bon, je réponds. Non, mais je vais vous donner la parole, donc vous pouvez allumer votre... Et vous représentez aujourd'hui le collectif interhospitalier, et c'est vers vous que je vais effectivement, dans un premier temps, me tourner pour que vous puissiez ouvrir le tour de parole et nous apporter un témoignage certainement très éclairant sur quels sont les effets de cette financiarisation sur le fonctionnement de l'hôpital public et puis quel impact dans le temps. Et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Oui, alors d'abord, je vais rectifier. Je ne suis pas un économiste de la santé. Je me suis formé sur le tas, comme beaucoup de médecins d'ailleurs, qui avaient un intérêt pour la santé publique, mais qui passaient l'essentiel de leur temps à faire leur métier, c'est-à-dire s'occuper des patients, et en l'occurrence à l'hôpital public, puisque je suis neurologue, je m'occupe d'une maladie chronique, chronique et très évolutive, qui est la maladie de Charcot. Donc c'est là d'où je parle. Après mon parcours, très vite, c'est que, comme vous le savez, il y a eu une grosse mobilisation juste avant le Covid, où on a vu des grosses manifestations du collectif interhôpitaux qui faisait suite au collectif interurgence lui-même, qui a allumé la mèche d'en fait, d'expliquer comment, quand on est soignant, on vit très mal le fait de mal faire son travail du fait des conditions de travail. En l'occurrence, c'était aux urgences, et il y a eu, comme vous le savez, des agressions de plus en plus graves envers les soignants, voire à l'inverse, des soignants qui agressaient les patients, c'est-à-dire par exemple qui les attachaient pendant des journées entières parce qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie. Donc c'est ce double mouvement de on est en train de nous faire faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire, et de fait, on nous oblige à le faire. Alors, dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit on s'en va, après tout, et il y en a plein qui sont partis, qui ont changé de métier, qui ont changé de vie, soit on lutte, jusqu'à ce qu'on considère que ça ne sert à rien. Alors, pour l'instant, donc, ce collectif interhôpitaux, c'est quelque chose qui s'est créé à ce moment-là, qui a été assez actif sur le plan médiatique, mais pas seulement. Et l'objectif, c'était clairement de défendre l'hôpital public. Donc forcément, quand on défend l'hôpital public, dans la mesure où l'enveloppe budgétaire est, comme vous le savez, finie, on défend forcément l'hôpital public par rapport à d'autres moyens de soigner les patients, dont l'hospitalisation privée. Et donc c'est plutôt à ce titre que je vais parler, plutôt que de parler de la redistribution, qui n'est pas vraiment mon domaine d'excellence. Alors, quand on s'intéresse au parcours des patients, un patient qui se croit malade, ou qui l'est d'ailleurs, il est extrêmement anxieux. Et quand on est anxieux, on se dépêche d'aller très vite pour que cette anxiété soit levée. Ce qui veut dire déjà qu'à la première étape, qui est « je consulte pour savoir si je suis malade et si c'est grave », les délais de prise en charge et de première consultation sont extrêmement importants. Et de ce fait, il y a plusieurs façons de consulter. Ça peut être à l'hôpital public, ça peut être dans les ESPIC. J'explique pas ce que c'est. Vous savez, c'est ces établissements qui ne sont pas des cliniques privées, mais qui n'ont pas le droit de faire faillite. Donc c'est un peu la nuance entre les deux. Et qui d'ailleurs, et pour des collègues qui sont partis dans ces ESPIC, ils ont des objectifs de rentabilité qui sont très clairs et qui sont d'ailleurs énoncés sans aucune honte par les directeurs de ces ESPIC qui disent voilà, nous c'est ça notre programme. Donc tout ça pour dire que déjà, pour entrer dans le système du parcours de soins, il y a déjà un premier choix qui se fait en fonction de ce qu'on croit pouvoir disposer comme moyen financier pour se soigner. Et puis après, il y a une autre dimension sur laquelle je voudrais insister d'emblée, c'est que, comme vous le savez, l'ONDAM, qui est voté chaque année, sous-finance globalement
l'hôpital public, parce qu'en fait, il surfinance la médecine libérale. Alors, surfinance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant pour fermer le robinet des moyens financiers pour l'hôpital public, c'est désormais extrêmement simple de le faire, alors que pour la médecine libérale, pas du tout. Diminuer ses dépenses, c'est compliqué. Et dernier point, il y a un truc qui s'appelle la réserve prudentielle. C'est pas pour faire le malin et pour faire croire que je suis un économiste, mais on a bien compris que chaque année, on garde un peu d'argent de côté au cas où il faudrait abonder l'hôpital public ou la médecine libérale. Et c'est bizarre, chaque année, ce qu'on abonde, c'est la médecine libérale au sens large. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut considérer que l'hôpital public pâtit d'une injustice. Après, je voudrais insister sur une autre dynamique, même si c'est pas... Moi, je suis là pour parler du terrain. Je sais pas, c'est ma seule légitimité ici. Et en termes de ce qu'on voit au niveau du terrain, on a vécu depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle la création de l'hôpital entreprise. Ça veut dire que l'hôpital a copié la médecine libérale et qu'on lui a demandé d'être rentable, ou au moins d'être à l'équilibre, ce qui est d'ailleurs une belle réussite, puisque vous connaissez le déficit des CHU actuellement, qui est absolument gigantesque. Au passage, et je m'arrêterai là, il y a une bonne part du déficit qui n'est pas due au fait qu'il y ait moins d'activité, mais qui est due au fait que les promesses de compensation de l'inflation d'une part, et d'autre part des fameuses primes de salaire Ségur, l'État a décidé que non, finalement, il avait changé d'avis et qu'il n'allait pas les compenser. Ce qui me fait le lien un peu impressionniste avec le Ségur, parce que tout le monde a entendu parler de ce Ségur. Alors, vous vous rappelez des conditions d'annonce du Ségur, hein, c'était extraordinaire. Hein, on est première vague de Covid, notre président passe à l'hôpital de la Salpêtrière, il y a le premier mort du Covid, donc il faut être là et il faut faire la revue de troupes, hein, un peu comme Napoléon qui tirait l'oreille de ses grognards, et il vient affirmer son investissement dans l'hôpital public et surtout demander à l'hôpital public, est-ce que vous serez là? Pourquoi il fait ça, je ne sais pas, mais c'était plusieurs mois après qu'il y a eu une gronde gigantesque de l'hôpital public disant « nous n'avons pas les moyens de soigner nos patients ». Alors c'est embêtant quand il y a une crise sanitaire qui arrive, parce que est-ce que l'hôpital va tenir? Voilà, bon, ça c'est le contexte. Et à cette occasion, donc, il dit non, mais ça va pas se passer comme ça. Et il fait ce discours de Colmar, je crois, en tout cas dans l'Est, en mars, très peu de temps après, où il dit il est des biens qui doivent rester en dehors des lois du marché, etc., etc., etc. Alors, bon, je ne vous cacherai pas que quand on a entendu ça, il y avait deux camps. Hein. Ceux qui disent on ne pensait pas qu'on serait compris si tôt, et ceux qui pensaient que, voilà, c'était pas la première fois que le discours était très séduisant, mais que derrière, il n'y aurait rien. Alors, est-ce que le Ségur de la santé, c'est rien? C'est quasiment rien. Je vous rappelle que c'est juste une revalorisation de salaire qui fait passer les infirmières françaises de la 28e à la 22e place, je crois, quand on compare le salaire d'une infirmière au salaire moyen européen. D'accord? Bon, donc, inutile de vous dire que pour un hôpital où le principal problème était quand même de trouver des soignants qui acceptent d'y rester ou d'y venir, c'est pas cette revalorisation de salaire qui a changé les choses, parce qu'il aurait fallu donner des signaux beaucoup plus importants qui tiennent certes au salaire, mais surtout aux conditions d'exercice du soin. Et je reboucle avec, quand je disais, vous savez, c'est un peu compliqué aux urgences quand ils se sont aperçus qu'ils faisaient un travail dans des conditions qui n'étaient plus du tout en rapport avec les valeurs pour lesquelles ils ont choisi ce métier. Et il s'est passé la même chose au niveau des services hospitaliers. Et donc, je vous rappelle que juste avant ça, et c'est important quand même, pour des raisons d'équilibre budgétaire, par exemple à l'assistance publique, on a fermé le robinet de l'embauche des infirmières, à tel point qu'on est arrivé à un déficit de 2000 sur 19 000, ce qui est énorme. 1% de postes vacants d'infirmières, c'est assez facile, c'est 1% de lits fermés. Donc c'est facile à retenir parce que ça marche très très bien comme prédiction. Et donc après, la question qui se posait, c'était bon, du coup on va rouvrir peut-être un tout petit peu les vannes pour embaucher des infirmières, sauf que là il s'est passé un truc bizarre, plus personne ne voulait venir. Et
à l'assistance publique en particulier. On a ramé énormément pendant 4-5 ans. Le directeur général actuel, qui est quand même très investi, a réussi à remonter un peu la pente. C'est-à-dire on a recruté à peu près, on est à 70% par rapport au niveau bas. Niveau bas dont je vous rappelle, parce que tout le monde a l'air de dire c'est la terre promise, mais pas du tout. Le niveau bas, c'était déjà pas assez. Parce qu'il se passe un autre phénomène, qui est le phénomène de ratio. Et je ne sais pas si vous savez, mais je vais très vite là-dessus, mais il y a une loi qui est passée au Sénat grâce à Bernard Jomier, qui a réussi de façon transpartisane à faire voter une loi qui a été validée par la suite, et avec des décrets d'application. Il y a eu une saisine en fait du ministère de la Santé. La loi, c'était janvier quand elle est passée à l'Assemblée. Juillet, on a fini par se décider, je parle du ministre de la ministre de la Santé et du ministre de la Santé de l'époque, à saisir en fait l'HAS pour que on étudie la façon de mettre en musique cette loi. Parce qu'évidemment, ça va être très compliqué. Cette loi, c'est définir un ratio de soignants par rapport à un nombre de lits. Imaginez-vous les conséquences financières. À l'heure où je parle, c'est pas financé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment on va financer ça. Et surtout, il va falloir que les sociétés savantes médicales s'emparent du truc pour imposer leurs ratios. Les ratios, je vous donne une idée, hein, c'est une infirmière pour 12 à peu près, et il y a des services où il faut 1 pour 6, 1 pour 8. Je rappelle aussi qu'il y a quand même un domaine où les ratios sont garantis par la loi, et c'est les services de réanimation et d'unité de soins intensifs, et ça fait 20 ans. Mais depuis 20 ans, on n'a rien appliqué aux autres services. Alors pourquoi, ça a l'air un peu passer du coq à l'âne, mais si on ne garantit pas des ratios et des conditions de travail, on n'arrivera pas à recruter. Ou alors, on recrutera, mais de façon non pérenne. Et ça, c'est l'autre élément qu'il faut intégrer. Ce n'est pas juste une case dans un tableau Excel de recruter une infirmière. C'est de créer des équipes de soins expérimentées, avec un bon équilibre entre les anciens et les nouveaux, et avec une cohésion qui s'installe. Et ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer, dans le domaine de la médecine comme dans d'autres, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est-à-dire créer des équipes expérimentées, solidaires, qui d'ailleurs, quand ça chauffe, sont prêtes à réagir. Ce qui veut dire aussi que si on est dans la situation actuelle et si elle perdure, la prochaine crise sanitaire va être extrêmement difficile à gérer, parce que ce n'est pas vrai qu'on est armé pour la gérer. Je rappelle aussi que le Covid, vous avez remarqué, il s'est passé un truc, c'est que pendant qu'on s'occupait des patients Covid, toutes les autres maladies, on y a été abandonnées, avec d'ailleurs des retards de prise en charge, notamment pour les cancers, où ça a été quantifié par les ligues, la Ligue contre le cancer, mais d'autres associations, où ils ont calculé le temps moyen de retard au diagnostic. Le diagnostic, c'est accéder à un médecin, une imagerie en gros dans le cancer, et de traitement qui va derrière, etc. Donc tout ça pour dire que quand on s'intéresse à l'hôpital public, il y a énormément à faire pour qu'il fonctionne correctement, et surtout pour qu'il ne brûle pas. Parce que quand je parle des équipes qui sont expérimentées, détruire une équipe, ça prend 2 mois, 3 mois, 4 mois. La construire, ça prend au moins 2 ans ou 3 ans. Et cette dynamique-là, elle n'est pas du tout intégrée par les décideurs, comme si c'était une notion, voilà, les gens sont interchangeables, on peut leur faire n'importe quoi, on peut les mutualiser, on peut, bon, et cette dimension de création d'équipe, elle n'existe pas, et pourtant c'est le cœur de la qualité des soins à l'hôpital. Alors après, est-ce que j'ai des choses à dire très directement avant les autres orateurs sur est-ce que dans ma pratique personnelle, j'observe des dérives qui sont liées à la financiarisation, dans les maladies chroniques qui n'intéressent pas en fait les cliniques privées parce que c'est un traitement sur le long cours, ou alors ça peut intéresser mais en début d'évolution, et puis dès que ça va pas bien, à ce moment-là, c'est l'hôpital public. On oublie, parce qu'on entend quand même des discours des cliniques privées qui sont, mais nous on travaille bien, on est plus agile, on va plus vite à faire les choses, et c'est parfois vrai. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes boulets aux pieds, ça change un peu la question. Et par contre,
par exemple pour la dialyse, vous savez que la dialyse, ça a longtemps été très lucratif, je crois que ça le reste encore pas mal, la dialyse rénale. Donc, eh bien, dans ces conditions-là, tant que ça se passe bien, et dès que le malade devient très complexe, il part à l'hôpital et il n'est plus pris en charge dans ces centres privés. On peut le dire autrement, la médecine privée, les cliniques privées ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas le public pour faire le travail de ces patients qui ne sont pas acceptés, car ça reste des endroits où on choisit ces patients et où l'idée, elle est une rentabilité. Et puis, après, je m'arrête parce que ça fait au moins 12 minutes, non, je ne sais plus, enfin bon. En fait, j'ai appris récemment quelque chose sur le risque de la financiarisation. Bon, donc, du coup, je le partage avec vous. Moi, je voyais plutôt la financiarisation comme le fait que la santé, c'est bankable. Et donc, ça intéresse des grands groupes. Bon, ça, c'est une certitude, ils investissent. Mais je voyais plutôt ça comme c'est bankable et donc on peut créer des dividendes pour les actionnaires et donc c'est très intéressant sur le plan financier. Très bien. Mais je n'avais pas vu un autre objectif de la financiarisation qui est en fait d'acquérir des établissements de santé, de les restructurer avec une offre de soins qui est moins intéressante pour la population générale, mais qui est beaucoup plus lucrative. Et une fois qu'on a créé tout ça, on revend. Et on revend avec une plus-value. Alors, ça, quand c'est mineur dans le paysage médical en France, à la limite, les conséquences ne sont pas dramatiques. Mais on peut se poser d'autres questions. Si ça prend de l'ampleur, le jour où les investisseurs, qui assuraient quand même un service médical, décident de ne plus investir, mais c'est plus un trou d'air. C'est des pans entiers de la prise en charge des patients qui vont disparaître du jour au lendemain et il n'y aura rien derrière, parce que qui assure la pérennité dans ces cas-là? Et donc, il y a une énorme responsabilité des autorisations aussi, de l'ARS notamment, d'ouvrir ces centres privés, dont je ne suis pas sûr qu'ils aient une obligation d'assurer leur suivi. C'est-à-dire quand ils décident, ben voilà, c'est plus, ça y est, on a fait notre bénéfice de revente, notre plus-value, et on s'en va et on va investir ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment et je pense que c'est un risque majeur de la financiarisation. Je m'arrête là. Le rapport Jomier, enfin le dernier, justement, souligne ce point. Merci en tout cas pour cette entrée en matière. Et les deux enquêtes que vous avez menées ont montré quand même le scandale qui touche les secteurs et de l'accompagnement vers la fin de vie, de la vieillesse, de l'EHPAD, mais également de l'accompagnement et des crèches pour les jeunes enfants. Enfin, on voit qu'on a aujourd'hui un système qui crée réellement une dégradation de l'accueil du public. Mais je vais vous laisser, c'est vous qui en parlez le mieux, finalement, pouvoir présenter finalement voilà votre constat et puis peut-être voilà nous lancer des pistes sur quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place tout de suite pour mettre en place les garde-fous et puis éviter cette financiarisation. Ça. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Oui, le constat, je vais essayer de le faire pas trop long parce que c'est des éléments dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les médias et peut-être qui ont commencé à infuser. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à raconter sur la comparaison entre le secteur de la petite enfance et du grand âge, ou ce que j'ai vu de commun plus précisément dans les dérives des différents groupes que j'ai pu ausculter. Alors en premier lieu, Orpea dans le secteur des maisons de retraite qui était le leader mondial et qui est toujours d'ailleurs le leader mondial, même s'il s'est affaibli, et People and Baby ou encore la Maison Bleue dans le secteur de la petite enfance. Ce que j'ai pu voir moi en enquêtant, donc ça fait quand même maintenant 6 ou 7 ans que je travaille sur ces sujets, la vulnérabilité, c'est qu'effectivement, on dit souvent en France que c'est compliqué d'investir, d'entreprendre et que c'est une sorte d'enfer fiscal. Il se trouve que dans ces secteurs-là, très précisément, et la plupart des
chefs d'entreprise qui sont allés sont d'accord avec ça, c'était plutôt un paradis fiscal. C'est-à-dire que vous voyez que dans ces secteurs, les leaders mondiaux sont français. C'est depuis la France que des groupes ont pu grossir très vite, puis après se développer à l'international. Et donc dans le secteur des EHPAD, Orpea était le leader, et un groupe comme Babylou aujourd'hui est le leader européen et un des 3 leaders mondiaux. Et ça a pu être possible, notamment grâce à tout un tas de dispositifs fiscaux, une absence de contrôle, et il faut bien le dire, en fait, dans ces 2 secteurs, le grand âge et la petite enfance, dans ces groupes, quand vous auscultez vraiment les comptes, plus de la majorité des revenus sont des revenus issus de l'argent public. Et c'était le cas chez Orpea, c'est le cas aussi chez People & Baby, ça m'avait d'ailleurs fasciné de le découvrir. Bon, en grossissant, plus ces entreprises se sont développées, plus les process se sont industrialisés, et plus on a en fait rationalisé les coûts, notamment la masse salariale et puis les produits de santé, et plus on a mis en place des pratiques de détournement d'argent public. Non seulement ils fonctionnaient grâce à l'argent public, mais ils avaient tous compris qu'à un moment, la marge, un des piliers du business, c'était de choper un peu plus d'argent public. Moi, encore une fois, je m'efforce en tant que journaliste de jamais faire de généralisation et de dire que tous les acteurs du secteur se comportaient comme Orpea. Mais il y a quelque chose quand même qui doit à un moment nous réveiller quand on voit que dans le secteur des EHPAD, un groupe comme Orpea a dérivé pendant plus de 20 ans, et que dans les crèches, il s'est passé exactement la même chose avec des groupes comme People & Baby qui ont dérivé pendant 20 ans. Et bon, on a parlé beaucoup de People & Baby, j'en ai parlé ici d'ailleurs la dernière fois que je suis venu il y a quelques mois. La Maison Bleue qui vient de subir un rapport de l'IGAS, qu'est-ce que expliquent les inspecteurs ? Qu'ils ont découvert dans de nombreux établissements en France qu'il n'y avait pas assez de personnel, les ratios d'encadrement n'étaient pas respectés, que la capacité réglementaire des établissements était dépassée, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'enfants que ce qui était prévu. Et puis un autre élément que moi j'ai retrouvé aussi très fréquemment, c'est que les déclarations aux autorités de contrôle étaient erronées. C'est une manière très polie de dire que peut-être que vous n'avez pas déclaré exactement les heures de présence de bébés qui ont réellement existé. Et si vous l'avez fait, c'est pour toucher un peu plus d'argent public. Et donc, c'était vraiment ancré. Moi, j'en ai vu plein, en plus, des patrons dans ces boîtes, souvent en off, mais des patrons de très grands groupes. Et évidemment, la manière de capter de l'argent public était un élément fondamental. Je vais revenir très vite sur comment Orpea faisait ça, par exemple, comment ils arrivaient à choper plus d'argent public. En gros, les EHPAD en France sont financés à hauteur de 1 million, 1,5 million, 2 millions par an par établissement, dans toute la France, par les conseils départementaux et les ARS, notamment pour financer la masse salariale. Et donc à la fin de l'année, vous rendez une sorte de compte-rendu de masse salariale en disant le nombre de postes que vous avez et qui correspondent à ce qui avait été budgété. Donc voilà, combien il y a eu d'infirmiers coordinateurs, combien il y a eu d'auxiliaires de vie, etc. Et qu'est-ce que faisait Orpea ? En gros, ils avaient un budget pour, 14 auxiliaires de vie dans cette EHPAD. À la fin de l'année, ils disaient qu'il y avait 14 auxiliaires de vie. En fait, il y en avait 11. Et vu le nombre d'établissements en France, le manque de contrôleurs, et puis le fait qu'il fallait non seulement regarder sur pièce, mais sur pièce, quand vous regardiez, il y avait un contrat de travail. Mais est-ce que la personne travaillait vraiment dans cet établissement ? Non. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était une facilité déconcertante. Et donc, ils avaient en plus tout centralisé. C'est-à-dire que les directeurs n'avaient pas droit de correspondre directement avec l'ARS locale. Tout passait par le siège. Je ne sais même pas comment les ARS ont accepté un truc pareil, parce que du coup, c'était assez facile de frauder. Il suffisait qu'il y ait ce service-là au siège qui prenne le risque de frauder pour toute la France pour que ça passe. Alors que si on était resté au niveau local, il aurait fallu que des centaines de directeurs acceptent de frauder. Donc il y a eu un processus de centralisation dans ces grands groupes
qui ont facilité la fraude. Et puis, disons, en permanence, un sentiment qui n'est pas un sentiment, qui est une réalité de supériorité du privé sur le public. Ils savaient très bien que c'était extrêmement facile d'arnaquer les ARS. Et en plus, mais je l'ai déjà raconté, quand il y avait un contrôle, et les contrôles étaient rares, et ben l'ARS prévenait 2 semaines avant. Et donc, je me souviens du directeur médical d'Orpea qui me racontait ça avec beaucoup de malice. Il avait un peu honte de ce qu'il avait fait, mais bon, il a décidé, lui, de parler pour dénoncer ce système. Mais bon, il me disait, bon, on savait qu'il y avait un contrôle tel jour. Bah, Victor, qu'est-ce qu'on venait ce jour-là? Je mettais 3 personnes en plus. Pendant 3 semaines, j'avais nettoyé, mis au clair tous les contrats de travail. Et puis donc, je rajoutais 3 personnes. Et puis, quand il y avait des résidents en trop, on les prenait, on les sortait de la résidence et on les mettait dans une autre résidence. Et puis on mettait une animation sympa avec des ballons et des petits chiens. Et puis les inspecteurs disaient, c'est quand même vachement bien le privé. Qu'est-ce qu'on critique le privé? C'est super ce qu'ils font. Bon, tout ça a été très facile. Mais tout ça pour vous dire que donc, c'était vraiment dans l'ADN de ces groupes. Ils ont compris ça, qu'on pouvait choper plus d'argent public. Donc, ils l'ont fait, en fait, en mettant moins de masse salariale que ce qui était financé par l'argent public. Et ça représentait des millions d'euros par an. Et je me souviens avoir rencontré les inspecteurs des finances et des affaires sociales de Bercy qui devaient faire un rapport après la sortie de mon livre. Et donc, je les avais rencontrés en off à Bercy, donc, parce qu'ils voulaient avoir des pistes de recherche qu'il fallait voir. Et donc, je leur avais dit, bah voilà, ils détournent tous les ans, ils fraudent sur le nombre de soignants et ils gardent l'argent public dans les caisses quelque part. Et donc, ils m'avaient dit, mais non, c'est impossible de faire ça, ça se verrait. Et je me rappelle qu'il m'ait rappelé 1 semaine après, ils étaient allés faire un contrôle, enfin une descente de police dans un site régional, et puis ils avaient découvert effectivement, avec surprise, qu'ils n'avaient même pas pensé que c'était possible en fait, mais ils avaient découvert que Orpea depuis des années faisait ça, et donc gardait des dizaines de millions d'euros dans les caisses qui pouvaient ensuite bénéficier et aux fondateurs et aux actionnaires. Donc il y a cette technique, il y a une technique encore plus sophistiquée, pareil, très simple à mettre en place, qui est une technique de rétrocommission, où en fait, pareil, on reçoit de l'argent public des ARS et des conseils départementaux pour acheter les couches, les dispositifs médicaux, etc. Bah, qu'est-ce que faisait Orpea? Ils mettaient en place donc des rétrocommissions, c'est-à-dire ils payaient leurs fournisseurs de couches, leurs fournisseurs de dispositifs médicaux, et ces derniers leur reversaient un pourcentage pour les couches. Je me souviens, c'était 28% de RFA à la fin de l'année via un autre circuit financier. Et donc, c'était impossible à voir par les ARS, à part s'ils avaient bien voulu demander les contrats avec les fournisseurs, ce qui n'était pas difficile à demander. Mais du coup, je me souviens que pour Hartmann, une seule marque, ils reversaient 3 millions d'euros, c'était 28%, ils reversaient 3 millions d'euros par an à Orpea d'argent public, sans que ça se voit, juste pour les couches. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste parce que elle est longue, mais c'est vraiment dans l'ADN, encore une fois. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Salakas. Il y avait aussi, c'était le cas notamment dans les cliniques Orpea, c'était moins dans les EHPAD. Ils avaient mis en place, et vous devez connaître ça, les médecins DIM, des médecins factureurs. C'était vraiment une équipe très importante au sein d'Orpea, et leur boulot, c'était de maximiser la facturation à la Sécu. C'était des experts de ça. Et donc, j'en ai rencontré un que je connaissais bien, qui ensuite, d'ailleurs, a travaillé pour l'hôpital public, notamment en Corse, et qui m'avait raconté que quand il est arrivé en Corse, dans l'hôpital dont il avait la charge, il a augmenté le chiffre d'affaires de l'hôpital avec les mêmes actes d'1 million d'euros par mois, donc de 12 millions sur l'année. Je lui dis, mais comment tu fais ça? Il me dit, il faut savoir facturer. Et je lui dis, mais tu te fais jamais choper par la Sécu? Et il me fait, bien sûr que je me fais choper, je suis pas idiot, mais je leur laisse toujours 200 000 balles à la fin de l'année. Et donc le contrôleur est hyper content de pouvoir récupérer 200 000 balles. Et il dit, bon, pour l'hôpital en Corse, ça me permet de payer la clim, par exemple,
bon, disons que c'est une fraude, mais qui sert plutôt un établissement public. Pour Orpea, il le faisait pour des fonds privés, et il m'a expliqué la dernière fois, et je suis sur d'autres sujets et tout, mais il y a une avancée. Après ces médecins DIM, ils ont fait appel depuis peu de temps, depuis peut-être 2-3 ans, à l'IA, à l'intelligence artificielle. Il n'y a plus besoin des médecins DIM, c'est-à-dire maintenant, ils ont des logiciels d'intelligence artificielle hyper sophistiqués pour facturer au mieux à la Sécu et pour choper le plus. Donc c'est à l'établissement qui aura la meilleure IA pour coder. Donc voilà, et donc ces pratiques-là d'optimisation des coûts, de la masse salariale notamment, qui se fait au détriment de l'argent public, j'ai vu les mêmes au sein d'un groupe comme People and Baby ou au sein de la Maison Bleue. Pareil, il y a un ratio d'encadrement, et c'était le cas à la Maison Bleue. J'ai eu des mails que j'ai pu obtenir de la direction générale qui demandent en fait, d'enlever à peu près un ETP par structure. Et donc un ETP par structure, ça fait à peu près 10%. Ça se voit pas trop, mais un ETP par structure, c'est 33 000 chargés. Vous multipliez par 400 établissements pour la Maison Bleue, ça fait 12 millions d'euros. 12 millions d'euros pour augmenter votre EBITDA. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et quand j'ai vu ça et que je me suis rappelé d'Orpea, je me disais, tiens, Orpea, il faisait 2-3 postes, parfois 4, mais 2-3 postes d'auxiliaire de vie en moins par résidence. Ça faisait là plutôt 100 000 euros, et ça faisait pareil 10% de la masse salariale. Et pourquoi ils font ça? Parce que 10% de la masse salariale, ça ne fait pas non plus grosse fraude. Si vous avez un contrôle, un inspecteur qui vient, vous dites, bah, on est désolé, bon, dans le cas d'une crèche, c'est juste un poste. Donc, dans le cas d'un EHPAD, c'est 2-3. Et vous dites, bah, vous connaissez le problème de recrutement dans le secteur, le problème d'attractivité. On a lancé des annonces, mais on n'a pas encore recruté. Ça va venir. On fait de notre mieux. C'est comme ça qu'il se justifie avec le problème d'attractivité du secteur. Et donc, c'est rare qu'il soit sanctionné. En tout cas, ça ne l'était pas pendant des années. Peut-être que maintenant que on a pu comprendre que c'était systémique, les autorités de contrôle seront plus efficaces. Parce que ça, c'est aussi un problème. Cette espèce de millefeuille dans les contrôles entraîne une baisse de l'efficacité. Vous avez notamment dans les crèches, les PMI. Bon, franchement, elles avaient vu certains des éléments que j'ai pu découvrir. J'ai vu plein de rapports où elles disent, mais attendez... vous respectez pas les ratios d'encadrement, mais attendez, vous avez dépassé le nombre de bébés dans votre structure de 3 enfants. Elles se rendent compte de ça, mais elles se parlent pas entre elles. Et donc dans le Var, elles voient ça, je sais pas, dans le nord de la France, en Bretagne. Et s'il y avait une sorte au lieu de travailler en silo comme ça, une sorte de centralisation des informations, à un moment, ça sonnerait dans toute la France et se dirait, attendez, mais vous me parlez toujours de la Maison Bleue et j'ai l'impression que c'est comme ça dans toute la France. Et là, ils comprendraient qu'il y a quelque chose de l'ordre du système. Donc il faut face à des groupes qui se développent en France au niveau national et à l'international, il faut mettre en place des systèmes de contrôle avec des informations centralisées. Et pareil, il faut que les PMI et les CAF puissent se parler. Donc, moi, j'ai pu découvrir ça, pratique d'optimisation des coûts, détournement d'argent public, et si vous voulez, du côté... Pourquoi ça marche? Parce que globalement, il n'y a pas assez de place, que ce soit dans les EHPAD ou dans les crèches. Et donc, en fait, quand vous mettez ça en place, c'est que votre niveau de qualité baisse parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'il n'y a pas assez de dépenses dans la nourriture. Je rappelle que chez Orpea, c'était le coût repas journalier, c'était 4 euros par jour et par résident, donc 1 euro par repas. Mais pourquoi le business continue à marcher? Parce que c'est un domaine où il y a une situation de monopole. Dans les EHPAD, vous obtenez un agrément, qui d'ailleurs, à la seconde où vous l'obtenez, le lendemain, il vaut 1 million d'euros au bas mot, et vous l'obtenez gratos. Et ça vous donne une situation de quasi-monopole sur un territoire parce que les ARS font en sorte de calculer pour qu'il y ait un nombre d'établissements qui correspondent aux besoins d'une région. Mais donc ça vous donne une situation économique absolument dingue. Et puis il y a du coup
la possibilité de faire de la mauvaise qualité, parce que de toute façon, les gens n'ont pas le choix, il faut bien qu'ils trouvent une place, et ils n'ont absolument aucun moyen de pouvoir comparer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Globalement, quand est-ce que vous placez votre parent ou votre grand-parent en EHPAD? C'est souvent en urgence. D'ailleurs, après un passage en clinique, votre parent est tombé, il s'est cassé la hanche, ça commence à se dégrader rapidement, il faut trouver un EHPAD. Et vous prenez soit celui le plus proche de chez vous, sinon vous regardez les sites internet pour choisir, mais ces sites internet étaient payés par Orpea et Corian, etc. Donc bon, vous orientez non pas vers le meilleur, mais vers celui qui payait le plus. C'est la jungle. C'est un domaine où on ne peut pas comparer les offres. Et donc, pour en venir peut-être là où c'est plus intéressant pour vous, moi, aux solutions... Moi, je suis journaliste, je ne suis pas politique, donc, mais c'est des solutions que j'ai pu entendre dans le secteur et qu'on m'a préconisées. Une des solutions, c'est notamment la transparence. C'est-à-dire, s'il y avait une transparence totale sur l'offre et une manière de comparer les établissements, nécessairement, ça pousserait les personnes à choisir les établissements de meilleure qualité où il y a plus de résidents, moins de turnover, moins d'absentéisme, plus de dépenses en alimentation. Mais encore faut-il le savoir. Et donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, déjà, il y a 4 ans, on avait parlé de ça et ça n'a toujours pas été mis en place, mais qu'il faudrait des indicateurs de qualité. On en avait cité 5 à l'époque, le taux de turnover, le taux d'absentéisme, le nombre de pensionnaires, le nombre de personnel par résidence et le coût repas journalier notamment. Mais il y en a d'autres. Mais en fait, vous faites un site gouvernemental, enfin un site pour toute la France, où vous avez l'obligation pour toutes les structures de France de mettre ces indicateurs chaque année. Et au moins, du coup, quand vous êtes amené à devoir trouver un EHPAD, ou d'ailleurs, ça serait la même chose pour les crèches, mais à trouver une crèche, vous regardez autour de chez vous, et puis vous regardez par exemple donc pour les crèches, et c'est très simple, vous voyez une crèche où il y a 6 directrices en 6 ans, et l'autre où c'est la même directrice depuis 6 ans, vous pouvez être un peu rassuré. Vous allez choisir celle où la stabilité est la plus forte. Et puis, vous allez voir qu'il y en a un, il y a 10% de taux de turnover, et donc l'autre 35%, vous prenez celui où il y a 10. Pour l'absentéisme, pareil. Et puis, il y en a un qui dépense 5 € pour la bouffe, et l'autre 4, vous allez prendre celui qui dépense un peu plus. Et ça, ça permettrait aux citoyens de pouvoir choisir leurs établissements de manière éclairée, et ça permettrait d'augmenter le niveau général de qualité. Il y a d'autres solutions qui, à l'époque, m'avaient marqué. Je vous les donne rapidement parce qu'elles sont intéressantes. Bon, évidemment, il faut des contrôles plus efficaces, et notamment des contrôles au siège et des contrôles financiers. Il ne s'agit pas de dire que toutes les structures sont défaillantes, mais c'est juste que quand vous avez un système de contrôle efficace, ça évite les dérives pendant 20 ans. C'est aussi bête que ça. Quand il y a des dérives graves, que vous constatez notamment que les ratios d'encadrement ne sont pas respectés, qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des personnes âgées ou pour les enfants, il faut qu'il y ait des sanctions dissuasives et donc financières. Le PS, notamment par la voix de Céline Hervieux, après la sortie des OGRE, ils ont mis en place une PPL qui a été d'ailleurs adoptée à l'Assemblée nationale et qui, j'espère, sera adoptée au Sénat. Mais il y avait, monsieur en doute, il y avait 3 points. Il y avait notamment le fait de pouvoir que l'État ait un droit de regard quand il y a un nouvel actionnaire qui arrive dans un de ces groupes privés, dans les crèches, là je parle. Il y avait un autre point qui était d'interdire les formations à distance, entièrement à distance pour les professionnels de ce secteur. Et il y avait un dernier point qui était d'augmenter les sanctions financières jusqu'à 10 millions d'euros, je crois, pour que ça soit vraiment dissuasif. Bon, encore une fois, c'est pas à moi de dire que ces mesures doivent être votées par vous, mais je pense qu'il doit y avoir un débat autour de ces questions et qu'il faut encadrer le secteur, qu'il soit surveillé et que ça soit dissuasif quand on ne respecte pas la réglementation. Il y a un autre point qui m'a intéressé, c'est dans le secteur des EHPAD, donc on dit comment on refinance, donc on va peut-être prendre une autre journée aux citoyens français de solidarité pour financer les EHPAD. Parce que de toute façon, ça va être une question majeure pour vous dans les prochaines années.
il y aura de plus en plus de personnes âgées et donc ça va coûter de plus en plus cher. Il y avait un point quand même, c'est, et je le dis très rapidement, c'est un secteur où vous obtenez un agrément et ça vous permet de devenir très très riche. Et tous les chefs d'entreprise qui se sont lancés dans les EHPAD, il n'y en a pas un qui se sont plantés, hein, c'est pas que ce soit des génies, sont tous devenus très très riches. Parce que c'est un business assez simple, une fois que vous avez l'agrément, vous êtes quasiment sûr de générer du cash. Contrairement à des secteurs où il y a des agréments comme la téléphonie, ou Bouygues et d'autres, en échange de leur agrément, investissent dans les infrastructures et payent une redevance. Eh ben, il y a plusieurs économistes qui préconisaient le fait de mettre une redevance avec un taux résiduel sur le chiffre d'affaires de ces groupes, en disant, bon, bah, vous savez, soit on interdit totalement le lucratif, je crois qu'il y en a peu qui le préconisent, à part peut-être la France insoumise, mais ça ne passera jamais, soit vous dites, bah, on va encadrer et faire en sorte que ces groupes, eh ben, s'il y a des plus-values trop importantes, si le taux de marge est trop important, eh ben, il y a de toute façon une redevance qui va permettre de refinancer le secteur. Je ne veux pas prendre trop de temps, il faut peut-être que je m'arrête. Hein. Oui, bah, allez. Et je vous fais rapidement les autres mesures, mais le taux de redevance, il était intéressant. Une dernière chose sur les crèches, après je laisse la main. Il y a un gros sujet sur les crèches, c'est le prix des berceaux. Et il y a une responsabilité à la fois des grandes entreprises, mais aussi des municipalités et des collectivités territoriales. En gros, dans le business des crèches, soit vous vendez vos berceaux aux entreprises, à L'Oréal, à Bouygues, etc., pour leurs salariés, soit vous le vendez à des mairies pour les citoyens, les habitants de la commune. Ce qui s'est passé, c'est que, disons, quand c'est vendu à une entreprise, c'est vendu autour de 12 000 € par an, le berceau. Et après, vous avez les heures de présence de le bébé. C'est ce que va toucher Babylou, Petit Chaperon Rouge, etc. Quand vous le vendez aux mairies, il y a 15 ans, ça se vendait 8 000 9 000 €. Aujourd'hui, vous allez me dire, ça se vend plus cher. Eh ben non, aujourd'hui, des groupes les vendent autour de 2 500 3 000 € par an, le berceau. C'est-à-dire que les prix se sont effondrés en l'espace de 20 ans. Donc de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes comme la Maison Bleue, les Petits Chaperons Rouges, People and Baby et d'autres qui se sont dit, bah tiens, on veut récupérer le marché de notre concurrent sur tel secteur, donc gagner des parts de marché. Bon, globalement, sur le projet pédagogique, c'est très dur de faire la différence. Nous, on va lui prendre son marché en proposant un prix plus bas. Et donc, ils ont cassé les prix. Et les mairies, comme elles sont bien contentes de gagner un peu d'argent sur leur budget parce qu'elles en ont plus, et ben elles se disent, ah bah c'est super quand même, t'imagines, sur le nombre d'années du marché, 5 ans, je fais 2 millions d'économies en prenant les Petits Chaperons Rouges ou People and Baby. Et donc les mairies ont participé à une baisse des prix généralisée dans toute la France, au point que on arrive aujourd'hui à des berceaux qui valent 2 500 € par an. Qu'est-ce qui se passe? L'économie, c'est pas très difficile. S'ils touchent moins par berceau, ils mettent moins de masse salariale. C'est impossible de gagner 3 fois moins de revenus de la part du réservataire et de dépenser autant en masse salariale. Ça n'existe pas. Donc ils ont baissé la masse salariale. On va dire à cause de cette politique de low cost et à cause des mairies qui ont choisi le low cost dans énormément de villes en France. Bon, moi je pense, et donc je finis là-dessus, je pense que c'est fondamental d'avoir un mécanisme qui permette de contrôler ces prix. Moi je pense qu'il faut mettre un prix plancher. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, en France, on ne vend pas un berceau en dessous de 5 000 €. Par exemple, il faudrait qu'un expert dise si c'est 4 500 ou 5 000, mais vous êtes sûr que ça n'entraîne pas une dérive généralisée de ce low cost. Quand on a préconisé ça avec d'autres, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, a dit « Ah mais non, mais c'est hyper compliqué parce que c'est pas les mêmes prix de l'immobilier à Paris ou à Marseille ou à Dijon, etc. On peut rien faire dans toute la France. » Bon, ça l'arrange bien. Simplement, vous savez quoi, si c'est très compliqué, bah, vous mettez un prix qui, en gros, pourrait valoir dans toute la France, c'est-à-dire si rien ne va en dessous de 5 000 €, voilà, et vous faites un coefficient correcteur, si c'est vraiment les loyers sont 2 fois plus bas là-bas, etc. et tout. Mais moi, j'ai toujours pas compris comment on acceptait, dans des domaines comme l'édition
il y a toute une régulation sur les prix pour que moi, quand je vends mon livre à 22 €, il n'y ait pas quelqu'un qui puisse le vendre à 10. Mais sinon, l'édition, c'est mort, c'est fini demain. Pour la petite enfance, il y en a qui peuvent vendre à 6 et il y en a un qui peut arriver demain et dire tiens, je te le fais à 2000. Et ça, c'est une catastrophe pour le secteur. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question et des solutions à trouver là-dessus, notamment le prix plancher. Merci beaucoup. En fait, mais je pense que ça a été, en fait, vos livres ont été un véritable électrochoc. C'est-à-dire que même si beaucoup sentaient qu'il y avait une dégradation de la qualité de service, vous l'avez souligné, même si certains avaient conscience qu'il y avait des fraudes, des surfacturations, etc. Je pense qu'effectivement, on se posait la question tout d'un coup mais est-ce que, en fait, dans quelle société aujourd'hui on est, sur lequel on n'apporte même plus de dignité à nos anciens et on met en insécurité nos enfants. Enfin, je pense que ça a beaucoup interpellé. La réalité, c'est que dans le monde réel, en fait, déjà trouver une place dans un EHPAD, c'est un parcours du combattant, qu'on a des départements qui donnent des listes, qui permet de pouvoir appeler tout le monde et savoir que, mais en fait on est systématiquement en liste d'attente. Donc en fait il y a un moment donné, on a beau avoir les critères des critères de qualité, voire des coûts, etc. On prend là où il y a de la place, parce qu'il n'y a pas, et c'est exactement la même chose en crèche en fait. Et donc effectivement il y a un système qui a profité de tout ça. Mais en tout cas merci pour ces deux témoignages, et puis on va grâce à vous voir comment on peut apporter des solutions. Alors il y a des pistes de régulation, il y a des pistes qui ont été portées, mais on vous écoute avec beaucoup d'attention. Okay, merci. Alors, bonjour. J'aimerais apporter quelques éléments à ce débat parce qu'on entend beaucoup parler de la financiarisation de la santé, des crèches, des EHPAD, des affaires Orpea et tout. Mais dans chacun de ces cas, cela prend une forme différente. Ce qui rend difficile de voir quel est l'élément derrière, qu'est-ce qui est la financiarisation en fait, et aussi, bien sûr, quelles sont les implications pour les budgets. Donc, je propose de revoir rapidement qu'est-ce que c'est la financiarisation, qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui est l'élément commun parmi tous ces processus-là, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le secteur de la santé, et quels sont les coûts et l'implication pour les budgets. Donc, pour commencer, je pense que la façon la plus simple d'expliquer ce qu'est la financiarisation, c'est de parler des acteurs qui sont impliqués. Et là, quand on parle des finances, on parle des acteurs qui gèrent la circulation de l'argent dans notre économie, des banques, des fonds d'investissement et les grands investisseurs derrière ces institutions. Alors, quelle est la nature de leur activité? C'est simple. Ils vont investir de l'argent pour faire de l'argent. Ça veut dire ils ont des énormes sommes d'argent ou ils peuvent mobiliser des énormes sommes d'argent et ils vont appliquer cela, investir cela pour faire fructifier cet argent obtenu de rendement. Donc, dans la phase actuelle, on assiste à une rencontre d'intérêts parce que d'un côté, vous avez des acteurs financiers avec plein de fonds à investir, à placer ailleurs. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs comme dans la santé, les médico-sociaux, etc., qui ont besoin de fonds pour continuer à fonctionner. Donc, l'essence de la financiarisation, c'est cette tendance des différents acteurs à faire recours à la finance, à faire rentrer de l'argent issu du secteur financier, à lever des fonds auprès du secteur financier. Mais cela peut se faire à travers différents instruments qui peuvent apporter différents types de retours. Mais il y a toujours un trait commun, cet argent rentre toujours sous promesse d'un rendement, d'un retour. Il faut garder ça en tête. Et plus que ça, la financiarisation n'est pas juste les changements techniques, on fait rentrer plus d'argent d'un secteur ou d'un autre. C'est aussi l'effet que lorsqu'on fait rentrer l'argent issu de la finance, des banques, des fonds d'investissement, on incorpore aussi d'autres acteurs dans les processus de décision et on incorpore aussi d'autres logiques, comme la logique de faire des rendements. C'est pour ça qu'en économie, on va définir la financiarisation plutôt comme la pénétration croissante
d'instruments, d'acteurs et des priorités issues du secteur financier, comme les priorités d'obtenir des rendements dans une activité. Alors, la financiarisation, c'est important de garder en tête qu'elle rompt avec la logique traditionnelle de financement public. Parce que la logique traditionnelle, c'est quoi? On lève des cotisations, des contributions, des impôts, et on utilise cela pour financer directement les services, les prestations sociales. Cet argent, il n'a pas à les rendre. On n'a pas besoin de les restituer. Lorsqu'on incorpore, et même les organismes publics, lorsqu'ils incorporent l'argent issu du secteur financier, on a un engagement de les retourner après. Il y a toujours une promesse de remboursement des gains. Donc, l'argent rentre, mais dans quelques mois, quelques années, il va ressortir d'une manière ou d'une autre. Et les recettes publiques ont un rôle majeur parce que ce sont elles qui vont financer total ou partiellement ces retours financiers. Donc, si on prend la financiarisation de la santé du public et du privé ensemble, il y a différentes stratégies, différents acteurs, mais il y a toujours trois choses qui reviennent. On a une entrée d'argent sous attente de rendement, on a une sortie d'argent public pour payer des retours sur investissement, et on a aussi des décisions qui commencent à prendre en compte des attentes des investisseurs. Dans le cas de la santé privée, je ne vais pas m'attarder ici parce que c'est une chose qu'on connaît mieux. Mais une dynamique courante en France, c'est les apports de capitaux. Ça veut dire que les investisseurs vont apporter de l'argent aux établissements de santé, médico-sociaux. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils peuvent racheter des actions, racheter des parts des établissements ou même racheter des établissements entiers. Et là, on parle qui sont les établissements qui vont recevoir cet argent, les cliniques, les laboratoires, des EHPAD. Bon. En France, aujourd'hui, la manière, les retours se font surtout à travers, comme mon collègue a déjà dit, les plus-values, c'est qu'on en vend plus cher que ce qu'on a acheté. Et pour vendre plus cher, la meilleure manière, c'est d'augmenter les profits d'un établissement. Et pour augmenter les profits, on va essayer de réduire les coûts. Et donc, on va essayer d'augmenter la charge de travail, mutualiser des services ou racheter d'autres établissements. Tout cela pour augmenter les profits et donc la valeur des ventes. Dans ce cas, les recettes publiques, les remboursements de la Sécu, les subventions vont alimenter les recettes des établissements privés qui vont alimenter les profits, les bénéfices, et donc qui seront après appropriés en forme de retours financiers. Ça aide, par exemple, à augmenter la valeur des ventes, à financer des dividendes, etc. Une partie dont on parle moins, c'est les cas de la santé publique. Donc, l'assurance maladie, les hôpitaux, ils se financiarisent aussi, mais avec d'autres dynamiques, parce qu'on ne peut pas... Pour l'instant, heureusement, on ne peut pas vendre une partie dans l'hôpital à un investisseur privé comme dans le cas des cliniques privées. Mais là, la dynamique courante se passe surtout par les emprunts et surtout à travers l'émission d'obligations. Donc, émettre des obligations, c'est comme faire un prêt à la banque, sauf qu'au lieu d'emprunter à une banque directement, on emprunte auprès des investisseurs qui sont partout dans le monde. Mais c'est comme un prêt parce que après, il faut rembourser cet argent avec des intérêts, donc plus ce qu'on a donné. Qui sont les acteurs du public, de la santé publique qui font ça? Il faut faire un pas en arrière et comprendre que la financiarisation de la santé en France s'inscrit dans le cadre plus large de la financiarisation de la protection sociale en France. Donc, il y a plusieurs organismes de la protection sociale qui empruntent aujourd'hui des millions, voire des milliards par an auprès des marchés financiers. L'UNEDIC a commencé à faire ça en 1994. Après, la CADES, qui gère la dette du régime général,
en 1996. APHP, dans les années 2000, APHP a commencé à émettre des obligations. Puis on a l'ACOS, qui gère la trésorerie de régime général. Et à partir de 2009, les hôpitaux ont commencé à émettre des obligations aussi pour emprunter auprès des investisseurs, surtout étrangers, dans les cas globalement. Alors, au point qu'aujourd'hui, on peut trouver dans les sites des agences de notation américaines d'évaluation des crédits des CHU, de l'ACOS, qui vont évaluer la qualité, entre guillemets, des emprunteurs pour les investisseurs étrangers. Bon, pourquoi est-ce que ces organismes vont emprunter en France? Surtout pour, un, refinancer des dettes, c'est le cas de la CADES et de l'UNEDIC. Deux, pour financer des dépenses courantes, c'est le cas de l'ACOS. Et par exemple, les dépenses courantes, des besoins de trésorerie pour des retraites qu'il faut payer dans quelques semaines, des choses comme ça. Et trois, pour financer des dépenses d'investissement, c'est surtout le cas des CHU. Qui sont les acteurs qui vont acheter ces obligations? Ce sont des banques centrales, des fonds d'investissement nationaux et étrangers. Ils vont profiter, dans ces cas, à travers les remboursements, donc ils vont recevoir l'argent en retour avec des intérêts. Et d'où vient l'argent pour payer dans les cas de public? Bon, les recettes des organismes de sécurité sociale, des hôpitaux, ben c'est de l'argent public. Et c'est cet argent qui va être utilisé pour rembourser la dette et les intérêts. Donc ici, on voit très bien comment est-ce que ça, c'est différent de la logique du financement public où on utilise des recettes qui est pour financer des services. On utilise ici très évidemment, c'est très évident pour financer aussi des retours financiers. Alors, si on prend juste la CADES, okay, qui est les plus grands émetteurs d'obligations après l'État en France, et elle émet plus en 2024, elle a émis plus d'obligations, elle a emprunté plus sur les marchés que le Portugal, par exemple. Donc, si on fait la somme des intérêts et commissions payés par la CADES entre 1996 et 2024, nous sommes à 82 milliards d'euros. Ça veut dire, ça c'est l'argent qui a été donné en plus de ce qui a été emprunté, c'est que des intérêts. Ça veut dire un transfert net d'argent de plus de 80 milliards d'euros du secteur public vers le secteur financier au nom de la protection sociale. Oui. Oui. D'où vient cette recette? Donc, ça vient de l'argent du contribuable parce que ces recettes vont venir des contributions sociales et aussi des apports du fonds de réserve pour les retraites. Et ça va surtout à l'étranger parce que pour la CADES, à peu près 90% des investisseurs sont des investisseurs étrangers. Il y a aussi une autre dimension de la financiarisation dans les cas des hôpitaux, c'est l'endettement à travers les prêts bancaires traditionnels. Cela a vraiment été encouragé à partir des années 2000 aussi avec les plans hôpitaux. Bon, et là, on commence à se demander... Ah, juste une chose, désolée, j'ai oublié. Après, je pourrais parler aussi de la liaison entre les Ségur de la santé et la CADES. Et aussi du fait qu'il faut peut-être après préciser que les hôpitaux et la CADES ne fonctionnent pas de la même manière en relation au marché financier. Je vais venir sur ça après. Mais quand je parle de ça, normalement, les questions qui me sont posées, ce sont combien est-ce que ça coûte pour les budgets? Est-ce que c'est plus cher que d'autres formes de financement, par exemple par l'État? Qui sont les classes qui payent les plus? Ça fait à peu près 7 ans que j'essaie de répondre à ces questions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, même les hauts fonctionnaires n'ont pas les moyens pour répondre à ces questions. Ce qui est étonnant parce que d'un côté, il y a une énorme somme d'argent qui est mobilisée, des recettes publiques qui sont mobilisées chaque année, et de l'autre côté,
on n'a même pas une visibilité sur comment cet argent est vraiment utilisé. Parce que c'est impossible, avec les données dont nous disposons aujourd'hui, de calculer les coûts totaux et les effets redistributifs. Par exemple, la CADES, l'UNEDIC, les hôpitaux, combien est-ce qu'ils payent d'intérêt globalement? On n'a pas de bases de données sur ça. Les données sont dispersées, ou soit elles n'existent pas, soit on les trouve dans des rapports PDF selon différentes méthodologies. Donc, c'est impossible de faire un calcul. Moi, j'ai fait une estimation pour l'UNEDIC, ACOS, CADES et les hôpitaux ensemble. En 2024, nous sommes à peu près à une estimation conservative, enfin, vraiment, les minimums, c'est à 4 milliards d'euros en 2024. Alors, si on considère que le Premier ministre, il veut faire économiser 5 milliards dans la santé, ou si on pense que peut-être 4 milliards, ça ne semble pas si important, mais si on fait ça cumulé au fil des années, c'est énorme. Donc, le premier message, mon premier message final, c'est que la financiarisation, elle engendre une perte de visibilité sur comment les fonds publics sont utilisés. On ne peut même pas savoir qui sont vraiment les investisseurs dans la plupart du temps. Les manques de données nous empêchent d'évaluer les coûts et cela a une importance parce qu'on ne peut pas débattre et on ne peut pas combattre ce qu'on a du mal même à voir. Donc, la transparence, c'est nécessaire pour les débats démocratiques et je pense que ça, c'est une première chose à considérer. Après, je pense que la financiarisation, elle pose au moins 3 risques pour les budgets. Les premiers, c'est les risques concernant l'utilisation des recettes publiques, parce que lorsqu'on paye des rendements avec des retours financiers avec les recettes publiques, cela va aux acteurs financiers qui sont forcément au sommet de la distribution et qui ne sont parfois même pas dans les pays. Donc, ça fait une redistribution du bas vers les hauts et parfois même à l'étranger. Donc, ça alimente une concentration des revenus. Deuxième chose, concernant les processus de décision, on voit qu'il y a un risque que les décisions sur qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, elles peuvent être influencées par les acteurs financiers. Ça veut dire comment est-ce qu'on va utiliser l'argent? Est-ce qu'on va utiliser pour financer des services? Est-ce qu'on va utiliser pour servir la dette? Peut-être qu'il y a là un débat. Aujourd'hui, on n'a pas de données pour préciser est-ce que cela va réduire vraiment la qualité des services. On n'a pas de données pour faire des études. Mais on a déjà des indices, par exemple, on a vu déjà un fonctionnaire de la CADES dire qu'on ne pouvait pas réaffecter une partie des recettes des contributions sociales à l'assurance maladie par crainte de comment les acteurs financiers, les marchés allaient réagir. Donc, il y a déjà quelque chose à débattre. Et troisièmement, il y a la question de la volatilité. Ça, c'est une question, à mon avis, importante parce que la protection sociale, elle est censée amortir les crises du capitalisme. L'assurance maladie, les retraites, l'assurance chômage, etc. Lorsque les financements commencent à dépendre des conditions de marché, ils commencent à être directement affectés par les crises qu'il était censé amortir. Donc, les financements commencent à être directement affectés par les conditions de financement dans chaque moment. S'il y a une hausse des taux d'intérêt, on a déjà vu dans le cas de la CADES, par exemple, on a une hausse de taux d'intérêt dans l'économie, les coûts de la CADES a augmenté de manière très importante parce que les taux d'intérêt de l'économie ont augmenté. Donc, ces conditions peuvent se détériorer très vite. Il y a une augmentation de la volatilité du public. Et mon message final, c'est que la financiarisation, donc maintenant on va penser, OK, si on veut limiter la financiarisation, s'attaquer aux causes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? À mon avis, la financiarisation, elle est la conséquence directe des décisions sur les budgets. Elle est une conséquence directe du manque de financement. Donc,
il faut augmenter les recettes si on veut limiter la financiarisation. Je dis ça parce que les agences, les organismes de protection sociale, pour la plupart, les hôpitaux, ils n'ont pas vocation à emprunter, à émettre des obligations à emprunter sur les marchés. Ils les font parce que, si on prend les cas des hôpitaux, par exemple, on les demande de faire des investissements, on les demande d'augmenter les rémunérations, on les demande de faire tout un tas de choses. On ne les donne pas assez de moyens. Ils sont responsables, ils doivent continuer à fonctionner, ils vont essayer de chercher de l'argent quelque part. Donc, moi, je pense que les hôpitaux sont vraiment les grandes victimes d'un problème de financement qui mène à plusieurs problèmes, y compris, mais pas que, la financiarisation. Donc, pour limiter la financiarisation, qui est une conséquence, il faut s'attaquer au manque de recettes, qui n'est pas la seule cause, mais à mon avis, c'est la cause principale. Donc, pour finir, je pense que la financiarisation entraîne des risques et des pertes pour la santé et la protection sociale. Mais aujourd'hui, il est très difficile de parler de ça, à faute de manque de données et des débats aussi sur les sujets. Et c'est pour cela que je vous remercie d'avoir dédié toute une session, une séance sur ces sujets, parce que je pense que c'est extrêmement important. Merci. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Moi-même, voilà, c'est bien, on en apprend tous les jours. Enfin, ceci dit, hein, on est face, moi je suis sur la mission emploi-travail et les débats avec France Compétences et des choix politiques, des décisions politiques qui sont prises sur le budget qui fait que tout d'un coup, le directeur de France Compétences doit aller trouver la bonne ligne de trésorerie parce que la décision qui a été prise de financer, il n'a pas l'argent, donc il peut même pas négocier ses taux et ça va pas du tout dans ses priorités budgétaires. Mais effectivement, voilà, il sait que ça va rendre encore plus déficitaire, mais c'est vrai que c'est finalement un manque de transparence qui est réel et sur lequel même nous, sénateurs et sénatrices, n'avons pas toujours la visibilité. Donc je trouve que c'est effectivement très important de souligner ces points et de mettre ça en lumière.